Histoire, bon, c'est parce que c'est le premier cours, après on viendra beaucoup plus sérieux évidemment, voilà. Bon, c'est un dessin de grand livre qui est assez chouette, voilà. L'enclavure de la Terre. Bon, donc, en 1170 avant Jésus-Christ, Pythagore considère que la Terre est ronde comme une boule parce qu'il s'agit d'une forme parfaite. Bon, c'est pas. Donc, les gens qui croient que la Terre est plate, je sais pas ce que pense M. Trump, mais enfin, ils ont quelques siècles de retard. Que 2500 ans, hein. Voilà. Bon, Aristote donne des preuves, en particulier l'ombre de la Lune, lors d'une éclipse de Lune. Alors ça, pardon, voilà, ça c'est une image qui est dans le livre de Pierre Appian, hein, Appianus, voilà, dans la Cosmographia. Alors elle existe en latin, elle existe en français, elle est en français. Cette figure démontre que la Terre est ronde. Si la Terre était carrée, l'ombre d'Icelle, parce que c'est toujours pareil, les livres de... Enfin, toujours pareil, non, mais... Donc ça, c'est du 1584. Les livres de science à cette époque paraissaient d'abord en latin et après en français, ou la langue du pays, je ne sais pas. Bon, voilà. Donc si la Terre était carrée, l'ombre d'Icelle produite de cette forme, produite de cette même forme dans l'éclipse de la Lune. Bon, si la Terre était triangulaire, voilà, ça c'est cette image-là, si la Terre était triangulaire, l'ombre d'Icelle serait-elle en l'éclipse triangulaire? Si la Terre, je croyais que c'était plus net que ça, je suis désolée. Si la Terre avait 6 angles, son ombre en l'éclipse de la Lune serait de la même forme. Bon, puis donc, que l'ombre du monde est ronde au temps de l'éclipse, il faut dire que la je sais pas quoi, de la Terre est ronde. Voilà, et ils ont mis l'image en haut. Bon, là, il y a un peu une erreur. Je crois que l'image en latin est un peu plus... La masse, c'est la masse de la Terre. Oui, non, mais on voit mieux de loin, c'est bizarre, hein, de près on voit pas mal. Voilà. Bon, mais la prochaine fois on mettra l'image en latin, d'abord ça fait plus chic. Mais je crois qu'ils ont mis les figures dans mes... Voilà, donc c'est la preuve, voilà, donc c'est vraiment la preuve que la Terre est ronde. Alors ils avaient découvert ça avant, hein. Les Appianus, Pierre Appian, c'est la Cosmographia, voilà. Voilà. Bon, alors, en moins 230 avant Jésus-Christ, enfin, un peu grosso modo, hein, Ératosthène mesure un méridien et donne une valeur rapprochée du rayon terrestre. Alors, l'expérience d'Ératosthène, voilà, Ératosthène, peut-être, voilà. Donc, la première expédition connue pour la mesure de l'altère est l'expédition d'Ératosthène, donc, voilà, à peu près, quoi. Deux siècles avant Jésus-Christ, 2 siècles avant Jésus-Christ, 285-194, c'est quand même une erreur assez grande ça. Je ne sais pas si j'ai pas fait une erreur, enfin c'est égal. Voilà. Alors, Ératosthène de Cyrène est appelé d'Athènes par Ptolémée III pour être précepteur de son fils, le futur Ptolémée IV, et pour être conservateur des bibliothèques d'Alexandrie. Les centres d'intérêt sont multiples, histoire, poésie, grammaire, mathématiques et astronomie. Voilà. Alors, il est le premier à avoir donné une approximation, enfin une estimation plutôt, une estimation presque correcte de la circonférence de la Terre. Bon, alors, il apprend que dans une ville d'Égypte qui est Syène, maintenant c'est Assouan, le jour du solstice d'été, les obélisques n'ont pas d'ombre et le soleil se reflète exactement au fond d'un puits. Le soleil est alors à la verticale du lieu. Bon, ça signifie que, ça c'est la définition du tropique. Hein. Le tropique est l'endroit, voilà, où au solstice d'été, le soleil arrive à la verticale. C'est à partir de ce moment qu'on définit les zones tropiques. Donc quand vous êtes entre les deux tropiques, c'est-à-dire au moins une fois par an, le soleil sera à la verticale, au zénith. C'est comme ça qu'on définit le tropique. Hein. Bon. Alors, donc, Assouan est sur le tropique. Or, Ératosthène observa qu'il n'était pas de même à Alexandrie, que les objets projetaient une ombre. Il mesura l'ombre d'un obélisque. Alors, ça, expliquer ça à partir d'une terre plate, ça devient un peu compliqué. Et il calcula que les rayons du soleil forment un angle de 7 degrés par rapport à la verticale. Voilà. Alors, il suppose. Bon, alors, ça, c'est la Terre d'après Ératosthène. Ça, c'est une carte visiblement du 19e. Hein. Alors, on voit ici, donc ils ont repris le monde d'Ératosthène, donc Alexandrie est là, hein, et puis Syène, c'est là, je pense. Bon, pareil, on ne voit pas bien, on va devoir mieux voir de loin. Voilà. Je ne sais pas où c'est, je ne vois pas bien, excusez-moi, mais j'ai cherché. Ils donnent des cartes à l'Ératosthène, sans vraiment, les villes ne sont pas vraiment très nettes, mais enfin bon, voilà, c'est plus bas. Donc, voilà, ici. Ça veut dire que, alors, il fait l'approximation qui est tout à fait valable, que, compte tenu de la distance du Soleil, les rayons sont parallèles, hein, et donc, du moment que ça arrive au fond du puits, c'est à la verticale, à Syène, donc, et à Alexandrie, il peut calculer l'angle,
Hein. Et il voit donc l'angle parallèle, etc. Donc c'est même qu'au centre de la Terre. Et une fois qu'on connaît la distance, on suppose, c'est pas tout à fait vrai, mais presque, que Alexandrie et Sienne sont sur le même méridien. Donc, eh bien, à ce moment-là, on calcule, on fait la jolie règle de 3 et on a la circonférence terrestre en entier. Alors, s'il y a des gens qui ont vu ce film qui s'appelle, je crois, Dialogue avec un vampire ou un truc, Entretien avec un vampire. Il y a une femme vampire qui a une très jolie robe, du reste, qu'on met au fond d'un puits. Et alors, elle, je ne sais plus si c'est comment ça s'appelle, San Francisco ou à Paris, mais enfin bon, bref. Et alors, quand le rayon du soleil, arrive au fond du puits, elle est carbonisée parce que les vampires ne supportent pas la lumière. Le problème, c'est que du point de vue astronomique, ça ne tient pas la route. Ou alors le puits est très incliné, voilà. Donc, voilà, quand je vais au cinéma, c'est quelquefois un peu compliqué. Donc, si vous avez le film Entretien avec un vampire, vous voyez que le réalisateur avait des notions d'astronomie un petit peu folkloriques. Bon, voilà. Pour que le rayon arrive au fond du puits, il faut être dans les zones. Alors, bon, sauf s'il y a un glissement de terrain, le puits. Voilà. Donc, Ératosthène donc suppose que le Soleil est assez éloigné de la Terre pour qu'on puisse considérer que les rayons qui tombent à Alexandrie sont parallèles à ceux qui tombent en Sienne, voilà. Et donc proportionnel à la distance d'Alexandrie à Sienne, donc voilà. L'angle de l'onde correspond au 50e de la circonférence d'un cercle. Bon, alors là, la distance Sienne-Alexandrie, c'est mesuré par des compteurs de pas professionnels, des bématistes à l'époque qui marchaient. Bon, c'est comme ça marchait, c'était leur boulot, mais c'est comme ça qu'ils estimaient les distances. Hein. Voilà, 5000 stades. Voilà. Bon, je ne sais plus, enfin, j'ai vu différentes estimations en mètres. Enfin, voilà. Donc c'est la première fois qu'on a mesuré, qu'on a donné une estimation de la distance, de la circonférence terrestre. Bon, alors, bon, tout va bien. Et puis, alors là, les Français, alors évidemment, le temps passe un peu. Les Français, alors, on ne peut pas tout dire, hein, mais enfin, les Français interviennent au XVIIe siècle. Alors, en 1672, déjà, il y a Richer qui est envoyé en mission à Cayenne. Alors, il a beaucoup de boulot, voilà, obliquité de l'écliptique, instant des équinoxes, parallaxe du Soleil, de Vénus, de Mars, mouvement et parallaxe de la Lune, mouvement de Mercure, coordonnées, grandeur d'étoiles australes, durée des crépuscules, etc., grandeur des réfractions de la lumière dans l'air, hauteur du vif argent, c'est le Mercure, hein, dans les baromètres, longueur du pendule à la seconde, marée sur les côtes de l'Amérique. Voilà. Bon, alors voilà, il raconte tout ça, voilà, observation astronomique et physique faite en l'île de Cayenne, voilà, dessin du voyage en l'île. Donc en 1679, et puis voilà, donc ça laisse compte rendu de l'Académie des sciences en 1677. Or, il observe que la longueur du pendule qui bat la seconde, c'était un de ces boulots là. Les longueurs du pendule à seconde, c'est la longueur. Vous savez, la période du pendule, je ne sais pas si ça s'apprend maintenant, moi j'ai l'impression en terminale, mais bon, la période du pendule dépend de la longueur du pendule. Hein. Donc, et puis de la gravitation. Voilà. Donc il avait remarqué que la seconde était moins grande qu'à Paris. Alors il pensait que ça pouvait être expliqué qu'un aplatissement terrestre. Cassini pensait que ça pouvait déduire une différence de température. Alors voilà. Puis il y a d'autres mesures qui ont été faites au début du XVIIIe qui pouvaient laisser penser que la Terre était allongée sur la ligne des pôles. La théorie de Newton, c'était que la Terre était aplatie. Bon, alors Cassini à l'époque était directeur de l'Observatoire de Paris. Alors, l'Observatoire de Paris, qui est le plus vieil observatoire du monde qui soit encore en service, donc fondé en 1667, et pendant 4 générations, depuis la fondation jusqu'à la Révolution française, ça a été les Cassini qui ont dirigé l'observatoire, donc de père, fils, petit-fils et arrière-petit-fils. Voilà. Bon, donc, alors la question c'est, donc il y a une controverse au XVIIIe siècle, est-ce que c'est la Terre est aplatie comme une pomme, ou est-ce qu'elle est allongée comme un ballon de rugby? Je ne sais pas si le ballon de rugby existait à l'époque, mais enfin voilà. Bon, alors l'Académie des sciences donc décide d'organiser 2 expéditions, l'une au Pérou, l'autre en Laponie, pour mesurer un arc de méridien, un degré du méridien, sous des latitudes nettement différentes. Donc une près du pôle et l'autre au Pérou. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on faisait à l'époque pour déterminer l'arc de méridien? Donc le but est de déterminer la correspondance entre une distance sur Terre et l'arc du méridien. Donc ça veut dire, là, comme ce qu'avait fait
Ératosthène, donc il a une distance et un arc au centre. Hein. Bon, alors, pour mesurer les distances sur Terre, bon, on ne fait pas comme ce qui a été fait par les vématistes qui marchaient. On procède pour faire avec des très grandes distances, on fait par triangulation. Voilà. Alors, on repère un endroit qui est peu accidenté et d'abord sur lequel on mesure une distance aussi précisément que possible, qu'on appellera la base. Alors, la précision de l'instrument de longueur est fondamentale, c'est ce qu'on appelle la base. Alors, voilà par exemple une mesure d'une base en géodésie. Alors, à l'époque, par exemple, pour mesurer des bases, ça c'est du XVIIe ou XVIIIe siècle. C'est même peut-être ce qui a été fait en Suède, je ne sais pas. Bon, on a deux barres, on les met l'une on tend avec une corde pour vérifier qu'elles sont bien dans le prolongement l'une de l'autre. Après, on prend la première, on la remet derrière la deuxième, etc. Donc on mesure ainsi plusieurs kilomètres dans un terrain donc le moins accidenté possible. Et généralement, on fait refaire la mesure par une deuxième équipe. Voir si les résultats, pour pas qu'il y ait... Alors ça, c'est évidemment la façon la plus simple. Là, après, on fait évidemment autrement, hein, des lasers et toutes cette sorte de choses, mais après, on a fait également sur les barres, il y avait des systèmes d'Alida, enfin, de façon à vérifier, des viseurs qui permettaient de vérifier qu'elles étaient vraiment alignées. Hein, c'était vraiment les méthodes. Après, on a fait quand même, on s'est arrangé avec des viseurs pour vérifier que les deux barres étaient vraiment bien dans l'alignement l'une de l'autre. Voilà. Alors, on a donc une distance. Hein. Ensuite, on ne mesure plus que des angles. Donc, on a un système de triangles, hein, dont le premier aura la base pour un des côtés. Ensuite, on ne mesure plus que des angles. Hein. Et après, par la trigonométrie, donc, une fois qu'on a un triangle, un côté de triangle et les angles, vous pouvez avoir tous les autres côtés, et de proche en proche, on peut ainsi avoir de très grandes distances. C'est bon? Ça marche? Oui? Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Attendez, voilà. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, voilà. Voilà, pardon, un système de triangle. Hein. Bon, j'aurais dû en mettre un autre avant. Alors par exemple, ici, on voit la base qui est mesurée là-haut. Voyez? Et on a après, on détermine des angles. À partir de points élevés, hein, avec des instruments spéciaux, on détermine les angles entre deux points. Alors quand on a fait ces choses-là dans la carte de France, pour la carte de France, par exemple la carte de Cassini, hein, qui était donc en particulier celle-là, généralement en France on fait ça à partir des clochers des églises. Donc quand la Révolution est arrivée, les astronomes ont demandé aux révolutionnaires de ne pas démolir les églises, parce qu'elles servaient pour établir les cartes de France, la carte de France. Le système de triangulation était généralement à partir des clochers. Hein. Bon, vous pouvez prendre aussi les poteaux des télégraphes ou des choses comme ça. Bon, mais il faut que ça soit un point fixe. Alors, voilà. Et puis alors, quand les distances à mesurer, donc de triangle de proche en proche, quand les distances sont très longues, pour plus de sûreté, on peut aussi remesurer une autre base à la fin. Là, vous voyez, vous avez une autre base ici. Hein. Donc on mesure une autre base, et puis alors les calculs sont extrêmement amusants, sachant qu'il n'y a pas de machine à calculer, et qu'en plus il faut tenir compte des différences d'altitude. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'avantage de triangle, la méthode d'altitude? Par rapport à quoi? Par rapport à un fil très long. Et... vous ne pouvez pas faire ça sur 100 km quand même. Parce que les terrains sont accidentés, hein, il n'y a pas. Non, c'est pas. Maintenant, on fait ça avec des systèmes de laser, etc., qui renvoient la lumière ou des choses comme ça, mais à l'époque, non, c'était déjà la mesure de la base. La mesure de la base, hein, déjà, c'est quelques kilomètres, plus 8 kilomètres, quelque chose comme ça. Hein. C'est déjà extrêmement compliqué. Et en particulier, les astronomes, justement, on fait ça par deux équipes différentes, et il y a beaucoup de problèmes. À savoir à partir de quand on peut considérer que c'est suffisamment précis pour être utilisé. Et ça, les différents scientifiques n'étaient pas forcément d'accord entre eux à ce moment-là. D'autant plus qu'à l'époque, ils n'avaient pas vraiment de notion de ce qu'est une erreur. Alors là, le français n'est pas très bon, l'anglais est meilleur, parce que quand on dit erreur en français, ça peut correspondre à l'imprécision, et ça peut aussi correspondre à la faute. Hein? Alors qu'en anglais, erreur c'est une imprécision et mistake c'est une faute. Hein? En français, erreur a les deux sens, ce qui fait que c'est un petit peu embêtant et c'est pas facile d'appréhender ce que c'est qu'une l'imprécision physique. Vous voyez, ça c'est tous les termes d'imprécision.
Et alors à l'époque, on connaissait évidemment, il y a toutes des théories sur les erreurs, les erreurs en physique, hein, donc l'imprécision, etc. Il y a des tas de calculs qui existent, des tas de théories qui ont été développées sur ce sujet-là qui n'étaient pas à ce moment-là. Et il y a eu des quantités justement de problèmes avec les astronomes, ceux qui correspondent. Est-ce que j'ai fait une faute? Est-ce que j'ai pas fait une faute? Est-ce que la méthode, est-ce que bon, moi je suis bon, mais lui il est mauvais? Enfin des choses comme, il y a eu des histoires comme ça. Voyez-vous, c'était très compliqué. Bon, alors voilà. Donc, alors après on mesure des angles. Pour avoir la distance, l'angle, à ce moment-là, on peut par exemple faire des mesures de l'étoile polaire. Entre deux lieux, la mesure de la hauteur de l'étoile polaire, la différence vous donnera bien la différence de latitude entre les deux lieux. Hein? Donc ça se fait avec des étoiles. Alors voilà, c'était. Alors, je dois vous dire tout de suite que le costume, c'est très chouette, c'est très beau, mais je défie quiconque d'observer avec un costume comme ça. Hein? Parce que d'abord, la nuit fait froid. Toujours. Hein, et en plus, sauf que dans certains pays, voilà, peut-être bon aussi, en Provence l'été ça peut aller, mais enfin bon. Et en plus de ça, il y a quand même des tas de pitonios, ces machins, ça s'accroche partout, enfin bon, ça va pas du tout. Donc ça c'est très chic, mais c'est pas du tout des costumes d'observateur la nuit. Hein. C'est très élégant, c'est sûr. Bon, je trouve ça très marrant. Je trouve ça trop marrant. Voilà. Donc, alors là, vous voyez, ils observent en haut. Hein, alors, ce genre d'instrument, par exemple, là, on a des systèmes de verticales, de lignes à plomb, de fil à plomb pour bien vérifier la verticalité de l'instrument, etc. D'autant plus que les instruments qui vont sur le terrain. Hein, donc ils se déplacent, il faut pouvoir, vous voyez ici vous avez des vis là, des vis qui permettent donc d'équilibrer les pieds si c'est pas complètement horizontal, enfin il y a des systèmes également de niveau à bulbe, je ne sais pas exactement ce qui est inventé à l'époque, mais on vérifie bien que c'est vertical, c'est très important. Et moi, quand j'ai commencé l'astronomie, on a déjà encore eu au cours d'une conférence, on racontait les problèmes, parce que ce qui compte aussi, c'est la graduation. Le long du cercle, la précision de la graduation. La machine à diviser n'existait pas encore. Non, mais la graduation et la gravure sur le cercle qui était en laiton, généralement en laiton, c'était très très difficile, c'était vraiment un travail. Les instruments étaient vraiment des objets précieux, et quand ceux qui faisaient des observations, j'ai eu énormément de missions un peu partout, à travers le monde, pour observer les étoiles de l'hémisphère sud, hein, eh bien, ils ont généralement apporté les instruments, hein, c'était vraiment... Voilà, alors ici on a fait les mesures de triangulation la nuit, on allume des feux, vous voyez, et ça peut être plus précis la nuit, il n'y a pas de phénomène de réfraction due à la chaleur et des choses comme ça. Hein. Voilà, donc ici vous voyez, alors là l'instrument c'est un instrument, vous retrouvez ici les vis qui permettent que l'instrument soit bien vertical, et puis certains, donc vous voyez, comme ceux qui mesurent les angles donc sur Terre, pouvaient se mettre à l'horizontale, et donc, vous voyez ici, on peut donc mesurer deux angles différents avec les deux feux qui sont là. Voilà. Et ça, c'était un travail. Alors là, c'est encore. Alors je ne sais pas quand exactement datent ces images et les relevés. Alors vous voyez, ça c'est encore un relevé. Bon, on regarde entre deux pinules, voilà. Petite fente, voilà. Et puis voilà, par exemple, un graphomètre, ça c'est aussi pour mesurer des angles. Mais ça, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que ce sont des instruments plus tardifs. Hein. Enfin, comme c'est également des instruments pour mesurer les positions sur Terre, je les ai montrés quand même. Hein. Bon, voilà. Donc, alors oui, on avait déjà les mesures de triangulation étaient utilisées depuis longtemps. En particulier, dès que l'Observatoire de Paris a été créé, on a immédiatement remesuré le méridien de Paris. Le méridien de Paris avec donc toute une série de triangles. Et puis alors peu à peu, justement, on a fait tout un triangle, tout un maillage de triangles peu à peu, et ça s'est terminé à l'époque de la Révolution. C'était l'ancêtre des cartes d'état-major, donc on a fait toutes les cartes de toute la France, là, les cartes de Cassini, c'était fait avec des systèmes de triangles. Voilà, donc pour déterminer la forme de la Terre. Alors ça, je veux dire que le travail, c'est un travail qui a été fait vraiment par les Français, et là, ils étaient vraiment très en avance par rapport aux autres pays. Bon, donc, il y a eu deux expéditions. Une des expéditions donc, pour le Pérou, donc actuellement l'Équateur en 1635, et une autre vers la Laponie, qui était la Suède à l'époque, et la Finlande maintenant en 1736. Voilà. Bon, alors, voilà, l'expédition du Pérou.
Alors Bouguer, Godin, Jussieu, la Condamine, puis toute une... Alors ça a été extrêmement difficile. Ça a été vraiment une expédition vraiment tout à fait horrible. Voilà, parce qu'après, bon, en plus, il a fallu... Donc là, il faut déjà 1 an pour atteindre Quito. Hein. Et puis après, il y a aussi, bon, faut avoir les permissions pour pouvoir travailler. Alors la Bouguer, voilà, Godin, c'est pas très net, mais j'ai pas travaillé mieux, voilà, la Condamine, voilà. Alors, pour le colonel espagnol, il faut demander la permission de pouvoir observer, etc. Alors l'altitude donc minimale est 2800 mètres, il faut monter à 4600 mètres pour installer des stations observables. Bon, ils installent des stations, il faut aller donc sur une montagne, ils descendent, ils vont à l'autre montagne pour pouvoir mesurer. Entre-temps, les Indiens passent par là et démontent tout. Voilà. Alors ils font 2 bases, ouais, bon, voilà, on a ça les 2 bases. Hein. Voilà. 2 bases d'instruments dont perches en bois, 2 séries de perches avaient été faites et chaque base est mesurée par 2 équipes. Alors au départ, il y a 3 équipes, mais voilà, chaque angle est mesuré au moins 2 fois, et là il y a 3 équipes, chacune dirigée par des académiciens, travaillent sur les mêmes triangles, mais avec séparément pour avoir le maximum d'exactitude. Donc voilà la carte. Voilà. Alors ici c'est pour montrer la descente d'un fleuve, vous voyez. Pas très. Alors l'astronome est sur sa petite table en train de travailler. Voilà. Alors, les Indiens, donc, embauchés disparaissent en pleine nuit, abandonnent les Européens, et là, on a le matériel. Bon, il y a des dissensions qui apparaissent entre les scientifiques. Je vous dis, une des raisons qui fait que les choses ne sont pas simples, c'est comment estimer, est-ce que le travail fait par l'autre est suffisant, à partir de quand on considère qu'on a un résultat qui peut être utilisé, ou est-ce qu'il faut encore recommencer pour être sûr d'avoir... bon, il faut aussi déterminer donc, la réduction au niveau de la mer, puis mesurer la hauteur d'une étoile donc aux 2 bouts de l'arc, et 3 années seront nécessaires. Et les mesures suivies d'innombrables calculs. Alors, il y a des biens qui tiennent fou, il y en a bon, qui meurent, etc. Et ils sont revenus donc en 1744, ou plutôt, pas tous, ils sont revenus les uns après les autres. Excusez-moi, il y a une faute d'orthographe. Voilà, et les résultats, et malheureusement, les gens de Laponie étaient déjà revenus, donc voilà. Alors, donc l'expédition à Laponie, il y a eu donc Maupertuis, Clairaut, Camus, Lemonnier, l'abbé Houtier, Celsius, donc qui n'était pas un français, lui qui était donc c'était quoi, danois, suédois. Bon, voilà, la mission part de Dunkerque, alors non, c'est beaucoup plus près, hein, arrive à Stockholm. Alors, on fait les triangulations, la base est mesurée donc sur un fleuve gelé, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. Alors, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, alors il se représentait, c'est très étonnant, Maupertuis, il a vraiment le sens de, je ne sais pas si c'est officiel ça, mais enfin il a vraiment le sens de la mise en scène, parce qu'il s'était toujours représenté avec un bonnet de fourrure, pour montrer que c'était, il racontait que l'alcool gelé dans un thermomètre, il paraît que c'est pas possible, je ne sais pas, je ne peux jamais essayer. Voilà, et alors il aplatit, vous voyez, il a la main sur la terre, il est le maître du monde, mais il aplatit la terre. Hein. Voilà. Bon, alors ça c'est Clairaut, c'est un Carmentel comme on connaît bien, voilà. Oui, mais j'arrive pas toujours à avoir des images, celle-là elle est belle, mais les autres sont pas... Voilà, et Celsius. Alors Celsius, vous savez, c'est celui qui a inventé, qui a déterminé la température de Celsius, mais à l'époque, lui, c'était à l'envers. Le zéro était la température de l'eau. Bon. Alors, arrive donc de Dunkerque le 7 mai, bon, je suis revenu en arrière, voilà. Excusez-moi, je fais 2 fois la même chose. Voilà. Alors, les conditions sont dures, mais beaucoup moins que celles du Pérou. Hein. Oui, ils ont été très embêtés avec les moustiques aussi. Alors, Maupertuis ramène en France 2 Lapones, ça s'est mal passé pour elle, je crois. Ça s'est terminé plus ou moins avec la psychiatrie, enfin à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Puis en plus, il y avait quand même un abbé dans l'histoire et il n'avait pas beaucoup apprécié ce genre de fantaisie, nous dirons. Voilà. Et la conclusion, c'est que la Terre est aplatie suivant la ligne des pôles. Voilà. Alors voilà, ça c'est un dessin. Voilà les conditions des astronomes en Finlande. J'avais une exposition sur. Il y a quelques années, il y a eu une exposition sur la peinture suédoise au XVIIIe siècle. Je ne sais plus où c'était, c'est au Grand Palais ou au Petit Palais. Et ils avaient reproduit, ils montraient justement cette gravure-là avec le traîneau correspondant, un traîneau du même type que celui-là. Voilà. Voilà, alors voilà donc les fleuves sur lesquels ils ont travaillé. Voilà.
Et puis voilà, le timbre, je ne sais pas de quand il date, ce timbre qui montre donc, voilà, Maupertuis d'un côté, la Condamine de l'autre. Alors, quelques livres. Alors, sur l'expédition du Pérou, vous avez, bon, il y en a eu d'autres, hein, mais c'est pas extraordinairement connu. C'est ça qui est vraiment dommage. Parce que moi, j'avais lu un bouquin qui s'appelait le Méridien de l'Ouest, du reste, et il disait que les Français étaient beaucoup plus avancés que les Anglais pour la mesure de la Terre, la mesure du méridien, etc. Et que par conséquent, ils auraient dû avoir le méridien origine, que les Anglais ont eu en s'associant. Mais le livre est fait par un Anglais, hein, s'associant, et c'est les Américains qui se sont associés avec les Anglais en 1886. Voilà, c'est pour ça qu'on a perdu le méridien. Voilà, donc, Condamine, alors il a écrit son livre, donc il a été réédité. Si vous trouvez une édition originale, tant mieux pour vous. Voyage sur l'Amazone. Le procès des étoiles, parfaitement, un bouquin très très bien fait, mais extrêmement déprimant. Et la femme du cartographe, qui est paru il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Je ne l'ai pas encore lu, je vais traîner dans mes affaires. C'est si lourd. Voilà. Ouais, alors, en Laponie, il y a donc le journal de l'abbé Houtier, La Terre mandarine. Pareil, c'est réédité. Voilà, la femme. Parce que Odin s'était marié, Odin des Odonais s'était marié, Godin des Odonais s'était marié, et je ne sais pas pourquoi sa femme a mis très très longtemps à le retrouver. Enfin, mais voilà, c'est une histoire d'amour très belle. Voilà, une histoire vraie d'amour, de meurtre et de survie en Amazonie. Bon, alors, celui-là est difficile à trouver. Et alors celui-là. Pierre Martin, c'est. Oui, ben, je pense, oui. Je ne sais pas, je l'avais acheté avant, je l'avais acheté un peu par hasard avant. Voilà. Alors, mais c'est une petite édition. Une petite édition, et les images sont bien, c'est bien fichu. Alors, celui-là, c'est un livre pour enfants. Je ne sais pas s'il se trouve encore. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, parce que dedans, il n'y a pas le dessin de quelqu'un en train d'observer. Puis, il se trouve, j'ai rencontré une fois Elisabeth Badinter dans un séminaire, et je lui ai dit ça, mais elle m'a dit, ah, mais écoutez, je ne sais pas, elle avait copié, enfin, Jacqueline Duhem avait copié sur probablement celui-là, hein. Enfin, les livres de l'époque. Parce que je lui dis, c'est dommage, moi j'ai cherché pour pouvoir justement, parce que j'avais le livre, et puis c'est sympa quand on fait des conférences d'avoir les dessins de Jacqueline Duhem qui sont mignons, quoi. Voilà, et puis son couleur et tout, c'est agréable, ça change. Voilà. Bon, alors après, on sait que la Terre est aplatie, voilà. Alors, établissement du système métrique, on recommence à mesurer la Terre. Bon, le gouvernement de la Révolution, alors on a entre-temps, on a remesuré plusieurs fois, le méridien de Paris avait été remesuré, hein, plusieurs fois, donc depuis la fondation de l'Observatoire, etc., plusieurs fois. Bon. Alors, une des demandes de la Révolution, quand il y a eu les cahiers de doléances, il y avait ce qui était très compliqué, en particulier, une des choses qui était vraiment très, oui, là j'aurais dû mettre un S à mesure, qui était tout à fait une demande très 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 fréquente, était que les systèmes de mesure soient uniformisés à travers le royaume. C'est-à-dire que quand vous achetiez quelque chose, que ce soit du tissu, que ce soit du grain, etc., dans une partie de la France, et ben, quand vous receviez, si ce n'était pas la même unité, ça pouvait être quelquefois intéressant, mais quelquefois pas du tout. Vous pouvez en avoir moins que ce que vous pensiez. Hein. Et en plus, c'était très très compliqué, ça dépend rase ou bombé, est-ce que, bon, c'est très compliqué. Hein. Et alors généralement, les unités de longueur, le plus souvent, c'est défini comme ça. Hein. Mais évidemment, il faut encore. Non, c'est vrai. Ça correspond à peu près à un pas. Enfin non, en gros, c'est ce qui est plus facile pour la mesurer la longueur des tissus. Hein. Puis ça correspond, c'est une unité qui est commode. Alors évidemment, moi, j'ai pas la même que vous, par exemple. Vous n'auriez pas la même longueur que moi. Donc c'est un ordre de grandeur, disons. Voilà. Alors, en fait, il avait été proposé plusieurs. Alors, on a les astronomes du travail, plusieurs. Voilà. Enfin, la convention, c'est la convention qui a fait ça. On avait proposé donc soit une certaine fraction de l'équateur terrestre, soit la longueur d'un pendule battant la seconde à la latitude de Paris. Hein, on savait très bien que c'était pas tout à fait la même chose, puisque la Terre était aplatie, c'est à partir de là qu'on s'était rendu compte que la Terre n'était pas complètement sphérique. Hein, soit une certaine fraction du méridien terrestre. Alors, comme le but était d'avoir une mesure universelle, on ne voulait pas favoriser certains habitants au détriment d'autres, la définition à partir du méridien, oui, là, il y en a qui sont un orthographe qui manque, voilà, c'est pas grave, a été choisie. Voilà, donc, il faut. Alors,
Ce que je trouve très rigolo, c'est qu'on veut que ça soit. Et en fait, ils ont presque complètement réussi, hein, presque complètement, on va voir tout à l'heure. Donc on veut que ça soit une mesure universelle, c'est tout à fait louable et bien et intelligent. Mais en ce qui s'agit du calendrier avec les noms des mois, hein, niveau pour le mois de décembre, en France, ça va, c'est niveau, ça veut dire la neige. Hein, mais en Australie, c'est pas tout à fait ça. Voilà, donc. Voilà, alors. Donc, la mesure d'un degré de méridien avait été réalisée depuis longtemps, il y a plusieurs reprises, mais alors on a voulu remesurer la Terre, puisqu'on a décidé donc une certaine 40 partie du quart, la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Hein. Donc, il fallait connaître donc la valeur du méridien, on le connaissait, mais on a voulu recommencer les mesures parce qu'on avait un nouvel instrument, le cercle répétiteur, qui permettait de diviser les erreurs de l'imprécision. Voilà. Alors voilà un cercle répétiteur. Hein, et voilà le cercle répétiteur. Alors on faisait plusieurs mesures et puis on faisait tourner le cercle, donc ça permettait d'avoir de diviser la précision par les mesures, hein, par le nombre de mesures. Donc voilà, alors je crois que c'est lui qui a servi à Paris, je ne sais pas pourquoi l'observatoire de Strasbourg. Bon, alors une nouvelle mesure je crois que c'est l'observatoire de Strasbourg, mais bon. Une nouvelle mesure du méridien où on recommence donc à la longitude de Paris, donc on remesure le méridien, donc de Dunkerque à Barcelone, et il y a donc deux astronomes qui sont responsables de ça, il y a Delambre et Méchain. Alors Delambre travaille de Dunkerque à Rodez, et Méchain de Rodez à Barcelone. Alors, ça a été très compliqué, il y a eu, bon évidemment c'était un pays en pleine révolution, plein chaos, quand vous arrivez, des gens qui arrivent dans un pays où ça se passe pas bien, bon, la révolution ça n'a quand même pas été une partie de plaisir tout le temps, hein. Voilà, et quand les gens arrivent dans un village où personne ne les connaît, avec des instruments, etc., ça peut pas tout à fait se passer bien. Puis en plus, l'Espagne était plus ou moins en guerre avec la France, ça a changé sans arrêt. Voilà, donc ça a duré 7 ans. Et ça a été compliqué aussi parce que Méchain a cru d'avoir fait des erreurs dans ses mesures, est-ce qu'il n'en a pas fait, etc. C'était un peu difficile, il a fait plusieurs fois les mesures, il n'a pas obtenu les mêmes choses. Donc, et il est tombé malade, enfin bon, finalement, Méchain est mort en Espagne, voilà. Voilà, donc Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain. Voilà, alors Méchain est mort en Espagne, et puis voilà. Alors, donc ça a été. Alors, ça pouvait paraître beaucoup plus facile, ça pouvait paraître donc plus facile que de ce qui avait été fait, dans les pays étrangers, mais finalement c'était pas si simple. Alors, les inventeurs de 3 Russes et 3 Anglais dans l'Afrique australe, voilà. Il a repris. Voilà, vous avez, alors ça dépend évidemment des éditions, parce que vous n'avez pas toujours les mêmes gravures. Alors, Jules Verne raconte, c'est très intéressant, Jules Verne raconte que il invente une histoire où il y a une équipe de Russes et une équipe d'Anglais, d'astronomes, qui sont chargés, vous voyez ici le cercle répétiteur, hein, de mesurer, de faire des mesures en Afrique australe. Et alors, ils travaillent ensemble, et puis à un moment, ils se rendent compte qu'en fait, leurs deux pays sont en guerre, donc ils se séparent, et puis après, il y a les Moricaux qui arrivent. Les Moricaux, c'est simplement les indigènes, hein, les Africains qui étaient quand même chez eux. Enfin, bon. Et puis, finalement, ils se remettent ensemble. Voilà. Donc, alors, il a repris, c'est très rigolo, parce que Jules Verne a repris des phrases dans l'astronomie populaire d'Arago, hein, expliquant la mesure, mais alors là où Arago dit comment est-ce qu'il dit ça, une précision presque parfaite ou quelque chose comme ça, Jules Verne dit une précision parfaite, ce qui évidemment physiquement n'a pas de sens. Physiquement c'est pas possible. Si c'est une précision parfaite, c'est des mathématiques, c'est pas de la physique. Hein, c'est pas possible, c'est comme ça. Et alors on pense aussi que Jules Verne s'est renseigné auprès des professeurs de la faculté d'Amiens, l'université d'Amiens. Voilà, donc là c'est intéressant parce qu'il explique bien justement le système de triangulation, c'est très bien expliqué. Hein. Donc à partir du livre d'Arago sur l'astronomie populaire d'Arago, qui est un livre posthume et qui a été fait à partir des cours d'Arago. Alors il y a quelques années, je ne sais plus quel centenaire c'était de Jules Verne, donc il y a plein de livres qui ont été réédités, mais pas celui-là. Alors je me suis demandé si c'était à cause parce que c'est pas très politiquement correct, quoi. La façon dont ils traitent les Africains, c'est pas. Disons que ça se fait plus.
Ça se fait plus, quoi. C'est très, très 19e siècle. Hein. C'est très 19e siècle. Voilà. Donc je me suis demandé si c'était à cause de ça que ce livre n'avait pas été réédité. Parce qu'il y a beaucoup de livres de Jules Verne qui ont été réédités. Mais donc, si vous le trouvez, c'est très intéressant. Puis j'ai des collègues astronomes qui ont fait des études là-dessus. Voilà. Puis en plus, il y a les gravures sont intéressantes. Vous voyez, vous retrouvez le cercle répétiteur. Puis là, voyons, on voit là, il a incliné. La mesure des angles sur la Terre, hein, on voit bien comment l'instrument est horizontal et puis on mesure des angles. Bon, alors voilà, donc il donne des résultats. Mais alors on s'est rendu. Alors voilà, il y a une aventure. Alors là, on va quelquefois raconter. Bon, Méchain est mort en Espagne. Si on prolonge jusqu'aux îles Baléares, l'arc est mesuré entre Dunkerque et Barcelone. Le 45e degré de parallèle se trouve au milieu de l'arc et les calculs postérieurs se trouvent simplifiés. Parce que des calculs à faire sur une ellipse, c'est pas très très facile. Hein. Voilà. Alors, Arago était élève à Polytechnique, on nous propose de continuer ces mesures avec bio. Voilà, donc voilà Arago. Alors ici, c'est la signature d'Arago, et alors là, si vous avez une glace ou par transparence, vous voyez qu'ici, dans les paraphes, là, les petites volutes, c'est aussi écrit Arago. Vous pouvez vous amuser, eh oui, il faut le mettre dans un miroir. Enfin, vous pouvez vous amuser à faire ça avec votre signature, c'est très chic. Voilà. Moi, je fais ça. Bon, alors, voilà, c'était encore plus compliqué parce que les mesures de triangulation devaient être faites donc, entre le continent et les îles Baléares, ce qui évidemment ne simplifiait pas les choses, ce qui fait des très très grands triangles, et l'instabilité politique entre la France et l'Espagne, ça a été tout à fait invraisemblable. Voilà. Alors, les scientifiques devaient donc reprendre les travaux de Méchain et les prolonger. Alors, la population espagnole, vers les deux mathématiciens, dépend complètement des aléas politiques et des victoires ou des défaites de Napoléon. Alors, cette histoire-là a été racontée par Arago à la fin de sa vie. Alors, je ne sais pas si ça se trouve dans... Je ne sais pas s'il y a un livre, La jeunesse d'un savant républicain, qui raconte ça, puis c'est raconté dans les biographies d'Arago. Hein. Alors, bon, on va voir. Alors, les mesures de triangulation commencent sur la terre ferme, dans la région de Valence et dans les îles. Bon, les conditions matérielles pas faciles, les climats rudes, les brigands nombreux. Alors, ils se rendent dans l'île de Formentera, puis Biot rentre en France et Arago se rend à Majorque. Alors voilà, la triangulation effectuée. Voilà, ici vous avez tout le système de triangles, et ici donc c'est les îles qui sont. Voilà, le méridien de Paris est là. Hein. Donc il faut mesurer ici le plus proche, bon c'est ça, c'est Majorque ici, voilà. Hein. Donc vous voyez, il y a tout un système de triangles, évidemment les calculs ne sont pas tout à fait simples, pas vraiment non. Donc, et alors donc il faut prendre des repères, prendre des mesures, etc. Dans un pays qui, c'était quand même l'époque napoléonienne, donc la relation entre la France et l'Espagne n'était pas toujours des plus cordiales. Alors, donc, excusez-moi, la guerre se développe, la population locale devient de plus en plus hostile aux Français. Arago préfère se constituer prisonnier parce qu'il trouvait qu'il serait plus en sécurité en prison qu'en but à la population. Et puis, voilà, alors après, sur ce, il apprend que les journaux, que ça se passe de plus en plus mal, les Français sont de moins en moins aimés, si on peut dire, et donc ils préfèrent s'évader, et ils se dirigent, ils embarquent en bateau, et ils se dirigent vers Alger. Bon, alors, il y a énormément de choses, des bagarres, des fuites, des anecdotes, enfin bon, il reste 10 jours à Alger, il retrouve un embarquement pour la France, avec ainsi que 2 lions, des singes, etc., que le dé d'Alger envoie un hommage à l'auteur des Français. Voilà. Alors, Arago et son compagnon étaient transformés en marchands ambulants, donc on voit. Alors, au moment de l'embarquement, sur derrière, vous savez, on prend des. Quand l'équipage n'est pas complet, on prend les gens qui traînent sur le port et on les embarque. Bon. Alors voilà, Arago et le lion du dé d'Alger. Voilà. Alors, au cours de la traversée, bon, il se rencontre un brick américain. Et donc il leur enseigne en thé, voilà, bon, en café en sucre. Et puis alors il y a un corsaire espagnol qui fait prisonnier le bâtiment algérien, et Arago est ramené en Espagne dans le port de Rosas où il est emprisonné, de nouveau. Bon, il ne faut pas qu'ils disent qu'il est français, les prisonniers sont transférés d'une prison dans une autre, chaque fois plus misérable, et le ravitaillement devient de plus en plus précaire. Alors, il y a un des lions du dé d'Alger qui meurt, Arago décide d'écrire au dé pour lui raconter que ça se passe pas bien. Voilà, il était censé accompagner le lion avec les singes qui cherchent l'époux.
Bon, alors là il y a une histoire très étonnante de la montre. Arago vend sa montre pour se procurer de la nourriture, et la montre passe de main en main jusqu'à un homme qui fut fait prisonnier par l'armée française et rencontra le père d'Arago, qui alors fut persuadé que son fils était mort. Il faut croire que la montre était très reconnaissable et que le prisonnier a sorti la montre devant le père d'Arago. Je trouve cette histoire absolument extraordinaire. Bon, j'ai un vieux doute là, quand même, sur le coup de la montre, ça me paraît. Bon, alors, après divers transferts, bon, la réponse du Dey d'Alger arrive, il n'est pas content du tout, parce que le lion est mort, il décide de déclarer la guerre à l'Espagne et les colonies sont libérés. Arago. Alors ça, à l'époque, l'Algérie, c'était donc avant la conquête de l'Algérie par la France. Hein. C'était donc l'Algérie était indépendante. Donc Arago embarque de nouveau vers la France, et déjà Marseille est en vue, mais il y a une grosse tempête et le bateau est détourné à Bougie, donc de nouveau en Algérie. Alors les Français veulent se rendre à Alger, ils s'habillent comme des indigènes, se joignent à une caravane, il y a des lions, mais ils ne sont pas attaqués. Bon, alors on découvre qu'ils ne sont pas du tout arabes, mais Arago se joint aux prières des Arabes et fait croire qu'ils sont des convertis en religion musulmane. Alors voilà, dans le livre, ça doit être la jeunesse d'un savant républicain, voilà. Arago, déguisé en arabe, est reconnu par un et attaqué par une femme kabyle. Voilà. Bon, finalement, ils arrivent à Alger. Alors, la politique a bien changé. Le Dey, qui les a fait libérer, a été décapité, et son successeur est un ancien épileur de cadavres. C'est un métier des métiers qui se perdent, ça. Enfin, je crois. Je ne sais pas très bien pourquoi, qu'est-ce que ça peut être qu'un épileur de cadavres, mais enfin, voilà. Bon. Alors, le consul de France ne peut pas organiser un deuxième rapatriement. Le Dey est accusé, le Dey, ancien épileur de cadavres, est accusé de gouverner trop de mollesse, il est pendu. Alors, le troisième Dey monte sur le trône. Alors, ici, il y a un vieux problème de dette dû par la France. La guerre est déclarée entre la France et l'Algérie. Heureusement, le consul de France persuade un marchand de régler la dette et Arago peut embarquer. Bon, il continue, il réussit à échapper une frégate anglaise, mais il arrive à Marseille où il doit se plier aux obligations de la quarantaine. Voilà, Arago en quarantaine, voilà. Astronome célèbre, alors simple portier de Marseille. Oui, voilà, donc il y a un astronome célèbre qui visite Arago. Voilà. Bon, alors il reste un souvenir de cette extraordinaire épopée. Alors évidemment, ils ont quand même fait le travail. Hein. Un monument avec une statue avait été élevé à la gloire d'Arago en 1893 sur le méridien de Paris, en prolongement du jardin de l'Observatoire de Paris. Alors, cette statue donc a été fondue, vous savez, pendant l'occupation. Beaucoup de statues ont été fondues pendant l'occupation allemande. Hein, il ne restait que le socle. Alors un comité a été créé pour refaire un monument. Alors voilà. Et alors voilà la statue telle qu'elle était. Hein. Et le monument choisi en 1994, c'est sur le mot de l'auteur, l'artiste néerlandais Jan Dibets, un monument imaginaire réalisé sur le tracé d'une ligne imaginaire, le méridien de Paris. Voilà. Alors, c'est un parcours ouvert à travers la ville, matérialisé par 135 médaillons en bronze, mais alors, je ne sais pas combien il en reste maintenant, fixés au sol le long du méridien de Paris, voilà. Donc, et entre périphérique nord et périphérique sud, donc traversant certains sites significatifs des 18e, 9e, 2e, enfin seconde, 6e et 14e arrondissement, Jardin du Luxembourg, le Louvre, le Palais Royal, les abords de la place Pigalle. Alors, les médaillons sont marqués du nom d'Arago, un N et un S, voilà. Alors, il y a un livre qui a été fait, et qui est traduit en français, qui a été un best-seller aux USA, aux Pays-Bas, pardon, c'est-à-dire que les Hollandais, les Néerlandais avaient le livre, et puis allaient, c'était une promenade tout à fait populaire, allaient de médaillon en médaillon, à chaque fois ils indiquent à quoi correspond chaque médaillon, et c'était, voilà. Bon, voilà, quelques médaillons. Alors évidemment, il y en a de moins en moins maintenant, hein, parce qu'au fur et à mesure, quand on refait les trottoirs, évidemment, on enlève les médaillons. Et puis quand ceux qui ont disparu les premiers, c'est ceux qui étaient dans la cité universitaire. Les étudiants se sont fait un plaisir de faire collection. Ils sont quand même assez profonds, mais enfin bon. Voilà, alors il y en a dans le Louvre. Hein. Il y en a dans le Louvre. Bon, alors ce qui s'est passé, alors après, oui, alors l'auteur néerlandais, il a trouvé qu'on ne prenait pas beaucoup de soucis de ces œuvres d'art, parce que enfin, c'était lui qu'on disait, c'était une œuvre
comment ça s'appelle, un monument non monument, l'art minimal. Bon, c'était assez intelligent. Alors, quand en 2000, il y a eu on a refait donc des médaillons tout le long de la méridienne de France, puis on avait fait on avait fait ça, c'était pour fêter l'an 2000, il y avait un grand pique-nique avec des nappes de Vichy tout du long, enfin c'était le grand truc. Alors lui il n'est pas content du tout parce qu'on trouvait qu'on lui a pris son idée, ce qui est parfaitement exact, reste à mon avis. Voilà. Bon. Et puis alors là, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années, je ne sais pas pourquoi, on a voulu refaire un nouveau médaillon à Arago. Pardon, un nouveau monument à Arago. Mais le problème, c'est que Jan Dibetz trouvait que la statue, donc le socle sans la statue d'Arago, faisait partie de son monument. Donc on ne veut pas mettre quelque chose dessus parce qu'il fallait préservation des œuvres d'art, etc. Bon, alors déjà, ça c'était pas simple. Alors ils ont décidé de mettre la statue dans les jardins de l'Observatoire. Un petit peu décalé par rapport au Méridien, puisque théoriquement le Méridien appartenait à Jan Dibetz. Bon. Alors, on a choisi, il y avait plusieurs projets de statues, et la statue qui a été choisie, je ne sais pas pourquoi c'est celle-là qui a été choisie, parce que visiblement, au cours de cette... Donc ça a eu lieu, l'inauguration il y a eu il y a juste un an, et au cours de l'inauguration, les discours, que ce soit du directeur de Polytechnique, qui est quand même un militaire, et puis le président de l'Observatoire, ils n'étaient pas vraiment enthousiastes, ils disaient bien qu'il n'y avait pas voté pour cette statue. Et comme l'artiste était un type qui avait un truc qui avait fait un machin qui s'appelle, je crois, une machine à caca, ben, les gens du pays d'Arago trouvaient que ça manquait un peu de respect pour leur grand homme. Donc il y a eu une pétition, mais qui n'a pas recueilli beaucoup de signatures, enfin il y en a peut-être eu d'autres, hein, contre cette histoire-là. Puis les gens disent, mais pourquoi c'est... Alors j'ai lu des articles qui disent, pourquoi est-ce qu'il est caché dans les forêts de l'Observatoire, c'est pas Jan Dibetz qui nous embête, c'est pas lui, etc. Enfin bon, alors j'ai pas très bien compris pourquoi c'est ça qui a été choisi. Alors voilà. Alors lui, il a pris une statue d'Arago, je ne sais plus laquelle, celle qui était avant, je crois, et puis alors il a fait un système enfin une torsion mathématique, et il obtient ces machins-là. Il paraît qu'il fait toujours ça. En fait, il fait aussi la machine à caca, ce qui est non, et pas forcément une bonne idée. Alors ça, cette machine représentée donc sur le socle, en fait, elle n'est pas là. Le discours qui n'était pas vraiment d'un enthousiasme fabuleux, il faut le dire quand même. Jan Dibetz qui était contre, il était monté sur le socle de la statue d'Arago, et puis il poussait des cris jusqu'à ce que la police vienne le déloger. C'était extrêmement étonnant. Alors, il y avait tout un tas de gentils petits polytechniciens derrière qui ont chanté je ne sais quoi après. Alors je leur ai demandé s'ils avaient été choisis parce qu'ils étaient beaux. Les plus beaux, on a pris les plus beaux. Alors, il m'a dit oui, l'autre m'a dit mais non, pas du tout, c'est parce qu'on était volontaires. Voilà. Alors voilà l'invitation, c'était, vous voyez, c'était l'inauguration de la statue d'Arago, voilà, il y a juste, voilà, 2 octobre 2017. C'était très... Alors moi j'étais dans le public, il y avait l'invitation pour les gens, voilà, qu'après, un peu, mais moi c'était public, donc moi j'étais avec le public, voilà. Donc c'est dans les jardins de l'Observatoire qui sont ouverts au public, un peu sur le côté. Alors bon, voilà quelques... Alors ça c'est vraiment une histoire tout à fait étonnante. C'est montré comme les scientifiques sont quand même des gens courageux. Hein. Voilà, Arago et la jeunesse de la science de Maurice Domas, moi j'aime beaucoup ce livre. Bon, il y a un outil plus récent, Arago et un savant généreux de Lequeux. Alors voilà l'histoire de ma jeunesse d'Arago. Et puis François Arago, la jeunesse d'un grand savant républicain, et les illustrations que je vous ai montrées viennent de ce livre-là. Alors ça c'est pareil, ça n'a pas été réédité, mais enfin on peut le trouver, bon, je vais demander à monsieur Yves. Voilà. Bon, alors ça c'est quand même revenir que tout ça c'était quand même pour mesurer le mètre. Voilà donc l'usage des nouvelles mesures. Alors en France ça n'a pas été accepté tout de suite, évidemment les nouvelles mesures, les gens. Oh excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça c'est une vacherie complète, attendez. Parce que j'avais pas ça moi avant. Oui, mais là, voilà. Bon, bon. Alors, donc, maintenant, le mètre, en 1960, on décide... Alors, entre-temps, il y a eu quand même le mètre étalon, qui était un mètre matériel. Hein. Parce que c'est sûr que si chacun vous voulez acheter 2 mètres de ruban, vous êtes obligé de mesurer le méridien terrestre, c'est un peu compliqué. Bon, donc, en 1960, on redéfinit le mètre comme une certaine longueur d'onde d'une radiation orangée émise par l'isotopes 86 du krypton.
Et alors, oui, excusez-moi, c'est la même chose, là, j'ai pas mis, c'est la conférence générale des poids et mesures. Hein, la 17e conférence générale des poids et mesures, 1983, redéfinit la vitesse de la lumière dans le vide absolu. Hein, alors, vous savez, 300 000 km à la seconde, mais donc là, c'est 2999, 792, 458. Voilà. Alors, du coup, comme on a défini la vitesse de la lumière et on a décidé que ça ne changeait pas, du coup, la valeur du mètre est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant cette fraction de seconde. Voilà. Alors, les trois irréductibles qui refusent encore et toujours le système métrique, parce que là les révolutionnaires français ont quand même réussi presque complètement, quand ils voulaient que leur système de mesure soit universel, ça a presque complètement marché. Alors, le système métrique, c'est le Liberia, la Birmanie et les États-Unis, ce qui est quelquefois embêtant. Parce qu'il y a quand même un satellite qui s'est cassé la gueule à cause de leur sonde, un engin spatial qui s'est cassé la gueule, et pas de terme technique, mais oui, de quoi je veux dire, parce que, en fait, la NASA travaille en système métrique, et elle faisait affaire avec des industriels qui, eux, travaillaient dans les longueurs utilisées par les Américains. Évidemment, le satellite, il n'a pas aimé avoir des ordres contradictoires, ça s'est pas bien passé. Voilà, donc ça, je ne sais pas combien de milliers de dollars, millions de dollars ont été écrasés sur la planète Mars, ça je ne sais plus. Je ne sais pas le chiffre, enfin. Pour être tout à fait honnête, il faut dire que les conversations à la cantine de l'Observatoire de Paris à ce moment-là n'ont pas été empreintes de la plus merveilleuse charité chrétienne. Je veux dire qu'il y a eu des ricanements du genre ricanement sardonique à la cantine de l'Observatoire de Paris. Ça, faut quand même dire les choses comme elles sont. Hein. Voilà. Alors, j'ai oublié un truc aussi que je n'avais pas pensé à ça. En fait, la Révolution avait aussi défini des angles. Hein. Et alors, ils voulaient, vous savez, il y a eu même des horloges qui étaient des horloges décimales. Et les angles, c'était plus 90 degrés, c'était 100 degrés. Donc le grade correspondait vraiment à ça. Le mètre correspondait, donc une certaine fraction correspondait donc à un grade. Et quand j'étais petite, à 10 ans, c'est ça, hein, en CM2, on nous a changé des degrés en grade et avec les interpolations qu'elle a avec. Et les tables de log, etc., les tables que l'on servait pour les calculs, il y avait une partie en degrés et une partie en grade. Je ne sais pas si ça existe encore, ça. Si encore les gens. Il y avait ça, il y avait les degrés et les grades. Et je vous dis, on apprenait ça quand on a 10 ans, en 10 ans, on nous était une enfance très très dure. C'était une enfance très très dure. Bon, alors, voilà. Et maintenant, la Terre apportée par un géoïde, c'est une surface. Bon, c'est à partir de champs de pesanteur terrestre. Voilà. Alors ici, par exemple, si on mesure, alors chaque fois on mesure par rapport par la verticale, c'est-à-dire donc telle qu'est définie par fil à plomb. Hein, voilà. Donc ça peut être, il peut y avoir une déviation de la verticale s'il y a une montagne là, s'il y a une montagne qui et c'est comme ça maintenant qu'on définit le géoïde. Hein. Voilà. Alors très très exagéré. Voilà un géoïde très exagéré. Voilà. Évidemment, c'est par rapport à l'ellipse. Et puis c'est pas tout à fait l'ellipsoïde. Il y a tous les changements. Voilà. Alors, donc, le point le plus élevé par rapport au géoïde, c'est dépeint le point topographique le plus éloigné du centre de la Terre. Hein. C'est le sommet, parce que, comme il est le sommet en équateur, comme il est en latitude, à 2 degrés de latitude sud, donc la Terre est plus grande à ce moment-là, c'est le point le plus éloigné du centre de la Terre. Hein. Parce que l'Everest étant plus haut en latitude, donc c'est aplati, donc c'est moins loin du centre de la Terre. Donc le point le plus loin du centre de la Terre, c'est cette montagne-là. Voilà. Alors maintenant, pour mesurer, alors il y a des... Bon, ça je suis pas très très bonne pour ça, donc je vais passer rapidement, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, la géodésie spatiale, donc on mesure, on fait des tas de différentes techniques. Il y a la télémétrie laser, mesure de distance sur Terre, une impulsion laser envoyée vers un réflecteur embarqué sur un satellite, et le temps, on mesure donc le temps qui permet à la distance d'avoir
donc la distance qui sépare la Terre et le satellite, et on connaît très bien précisément le mouvement du satellite. Regarde. Alors ici, on a ici, voilà, station de télémétrie laser. Voilà. Ici, voilà. Ici, vous avez aussi une autre méthode aussi, il y a 3 méthodes principales, l'interférométrie à longue base. Alors à l'origine, c'était pour observer des sources radio lointaines, donc c'était vraiment le VLBI, Very Long Baseline Interferométrie, était utilisé vraiment pour observer des sources radio lointaines, hein, vraiment de l'astronomie, mais on l'utilisait à des fins géodésiques. 2 antennes sont placées éloignées l'une de l'autre, vont recevoir le signal d'un quasar, et qui ne va pas mettre le même temps pour atteindre les 2 antennes, et à ce moment-là, on peut déterminer la distance entre les 2 antennes. Hein. Donc c'est utilisé par exemple pour mesurer le mouvement des plaques tectoniques. Il y a un système aussi basé sur le principe de l'effet Doppler et des stations sur Terre qui émettent des signaux radio vers des satellites équipés de détecteurs qui vont mesurer le décalage Doppler et qui connaissent les coordonnées de différents points de la Terre avec une précision meilleure que le centimètre. Alors, dans cette image, vous les avez ici. L'image de base, voilà. C'est très très schématisé. Alors c'est tout là c'est plus. Mais si, il y a quand même des astronomes qui travaillent là-dessus, sur le mouvement de la Terre. Voilà. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui là. C'est la conclusion de la. Voilà. Alors est-ce qu'il y a des questions? Je suis bonne là, j'ai fait juste 56 minutes 19 secondes, c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va? Bon. Alors la prochaine fois, je ne sais plus qu'est-ce que... J'ai pas noté ici ce que les sujets de la prochaine... Moi j'ai une question, c'est quand même... Oui. Quand il utilise avec les triangles pour faire la trigonométrie. Oui. J'ai pas très bien compris, à partir des bases, qu'est-ce qu'il mesure exactement? Enfin, je pense que j'ai compris. Bon, alors pour les bases, il mesure les distances. Hein, et je sais pas, j'avais appris une fois que quand on connaît la longueur d'un triangle de 2 angles, vous connaissez forcément le troisième, hein, ça fait 90, la somme des 3 fait 90 degrés. Bon, et avec des très jolies petites figures trigonométriques, vous pouvez avoir les 2 autres longueurs. D'accord? Il y a des formules pour ça. Donc il mesure pour mesurer la distance totale. Alors après, vous avez donc vous avez, si je reviens à la figure, on va revenir un peu en arrière. Tout ça n'est pas très sérieux. Enfin, est-ce qu'il n'est pas très... Non, je suis... Voilà. Bon, ici par exemple. Hein, alors là, on n'a pas la base, mais ça fait rien. Bon, imaginons que bon, est-ce qu'il y a la base là? Je crois pas. Bon, imaginons que ça soit ça la base, hein, par exemple. Bon, ici vous avez donc la base. Donc là, vous avez vraiment mesuré une distance. Là, par exemple. Bon, et ici vous avez mesuré donc cet angle-là, cet angle-là. Donc vous connaissez, vous pouvez déterminer cette distance-là, cette distance-là. Hein? Puis à partir de là, donc vous avez cet angle-là, mais vous mesurez également cet angle-là et cet angle-là. Donc vous pouvez déterminer les autres côtés du triangle. Et puis comme ça, de proche en proche, vous déterminez toutes les distances, tous les systèmes de triangulation que vous avez établis. Hein? Et pour vérifier quand les distances ainsi déterminées sont très longues, hein, on refait une mesure de base à la fin pour vérifier. Évidemment, on ne retombe pas exactement sur les trucs parce que c'est de la physique. Donc il y a forcément des erreurs. Vous voyez? Je ne sais plus laquelle est la formule, mais oui, j'aurais pu ressortir la formule. Vous savez, quand on apprend ça. Ouais, si, c'est la trigonométrie. Oui, c'est la trigonométrie bête et méchante. Hein. Voilà, quand on a un côté de triangle et les 2 angles, et les angles d'un triangle, on peut déterminer les autres côtés. Donc de proche en proche, là, à chaque fois, ce que vous mesurez, c'est les angles. Hein? Et comme vous avez au bout du truc, vous avez une longueur, de proche en proche, vous mesurez toutes les longueurs. Vous déterminez toutes les longueurs à partir des angles que ça, vous avez mesuré. Hein? Alors je vous dis, en France, bon, on faisait, quand des pays comme ça, on fait ça à partir des clochers des églises. Hein? Quand ils étaient par exemple des coins comme ça, bon, au Pérou c'était évidemment très compliqué parce qu'il fallait déterminer, il fallait aller faire des repères, c'était très très accidenté, il fallait refaire les mesures dans les montagnes et des choses comme ça, et d'aller, bon, ils montaient, ils allaient faire un repère,
en blanc, pardon, sur une des montagnes, et puis ils repartaient. Entre-temps, les Indiens allaient démolir ça pour récupérer le bois ou je ne sais quoi. Enfin bon, non, ça a été très très difficile. Là, quand les repères existent, qu'on peut se baser sur des clochers ou des choses comme ça, on essaye évidemment de prendre des points élevés de façon à pouvoir les voir de loin. Hein, ou alors on vous dit, on fait aussi, comme la figure qu'on a vue tout à l'heure, on peut aussi faire des feux, parce qu'à ce moment-là, je me dis, c'est plus facile. La nuit, il n'y a pas la distorsion d'air qui est due à la chaleur, par exemple. Hein, alors on fait un feu, et puis il faut deux feux, et puis on mesure à ce moment-là l'angle à partir du point où vous êtes entre les deux feux. Et ça a été utilisé pendant très très longtemps. Hein. Ça a été utilisé pendant très très longtemps, parce que déjà dès le début, je ne sais pas quand ça a commencé, le système de triangulation, mais dès que l'observatoire a été fondé, en 1667, on a commencé déjà à déterminer des choses de triangulation. Alors, je ne sais pas exactement, je ne sais pas quand ça a commencé. Ce qui se passe, mais là, c'était quand même très longtemps après, et ce qui se passe, c'est que les instruments, évidemment, étaient de plus en plus précis. Les bases n'étaient pas du tout les mêmes systèmes pour mesurer. Et puis alors bon, maintenant ça se fait avec des lasers, voilà, c'est plus du tout comme ça qu'on utilise ça maintenant. Voilà. Mais ce qui est très étonnant, quand on regarde ça, ce qui est très étonnant, c'est que les astronomes de l'époque, donc qui étaient des gens qui étaient donc des calculateurs très bons, des observateurs très très bons, hein, c'était vraiment très difficile, ils partaient comme ça pour des années, dans des conditions qui étaient vraiment très très difficiles. Donc ils étaient à la fois d'excellents scientifiques, hein, et bon, il y a énormément de travail, et en même temps de formidables aventuriers. C'est des gens extrêmement courageux. Moi j'ai eu beaucoup d'admiration pour les astronomes autrefois, mais même encore maintenant, il y en a qui font des choses tout à fait pas forcément très faciles, mais c'est étonnant, ils partaient pour des années et des années. Voilà, alors là je vous dis là il y a des livres qui existent, et puis moi j'ai beaucoup aimé le livre sur là les trois Russes et les trois Anglais, je vous dis c'est intéressant pour comment il explique comment on sert des instruments. Oui, alors là théoriquement c'est représenté de façon tout à fait symbolique, hein, ça c'est un petit bon point qu'on donne dans les écoles. Mais bon, là ils sont théoriquement, ils mesurent la base, mais c'est pas très. Voilà, pardon, c'est ça que je veux dire. Voilà. Bon alors, voilà, moi j'ai beaucoup aimé celui-là. Celui-là, je vous dis, il vient de paraître en français, il est paru il y a quelques mois, et je ne l'ai pas encore lu.